Donc, suite de la remédiation, donc remédiation de l'activité 2, partie 2. Grâce à cette expérience, on vient de prouver que le caractère héréditaire était transmis, était porté par le noyau. On continue du coup notre activité. Hop, sur notre activité, on vous demandait faire le lien entre les deux expériences, donc entre l'expérience 1 et l'expérience 5. Alors, l'expérience 5, c'est la dernière, c'est la plus compliquée. Donc, on va faire comme si on était en cours. On va avancer dans les documents un par un et on va essayer de faire le lien entre les documents. Donc, maintenant que l'on sait que l'information héréditaire est portée par le noyau, on va s'intéresser un peu plus au noyau. Alors, vous allez me dire, le noyau depuis la sixième, on n'en a pas vu beaucoup. Alors, vous en avez vu beaucoup en sixième, ça c'est vrai, en voyant les différentes natures de cellules. Mais cette année, vous en avez aussi déjà vu. En effet, dans un chapitre qui était à première vue assez distant, on avait déjà fait des observations de noyaux. Et vous allez rapidement vous souvenir que on les avait schématisés, c'était pas très compliqué. Vous avez observé des noyaux quand vous avez regardé les parties apicales, le bout des racines en classe. Et dans ces racines en classe, vous aviez été plusieurs à remarquer que ces noyaux n'avaient pas tous exactement la même forme. Les cellules n'étaient pas organisées pareil, mais en plus les noyaux n'avaient pas exactement la même forme. Si on avait un microscope un peu plus performant et qu'on passait à des grossissements de microscope optique de type lissé, vous vous seriez rendu compte qu'effectivement, en zoomant énormément, on voit que ces cellules, soit elles ont un noyau qui ressemble beaucoup aux cellules de sixième, un noyau bien rond au milieu de la cellule, soit elles vont avoir, on avait eu l'impression de voir comme quelque chose d'éclaté, des projections, des petits bâtonnets, des étoiles. Et en fait, ces projections, ces petits bâtonnets, ces étoiles, bah, vous le voyez venir gros comme une maison. Ce noyau a en fait une capacité très intéressante, c'est qu'il va changer de forme en fonction du moment où on en est dans la vie de la cellule. Ce noyau va en fait changer de forme et ce qui constitue le noyau, donc là je voulais volontairement schématiser en violet pour que ça corresponde à cette image, ce qu'on a dans le noyau va changer de forme et va se transformer. Effectivement, à l'intérieur de cette cellule, le noyau va se déstructurer, va se déliter, va se décomposer, mais il ne va pas se décomposer, il ne va pas pourrir, il va changer de forme, il va se métamorphoser, et il va laisser apparaître des sortes de bâtonnets. Et ces bâtonnets, ce sont les fameux chromosomes. Donc ça, c'est ce que l'on peut voir dans le document 2, en bas de la page. Et vous voyez que ces documents, ces chromosomes, vont être organisés de différentes manières. Et en fait, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir venir prendre en photo l'ancien noyau transformé en paquet de chromosomes, et on va venir découper cette photo, d'accord, pour organiser ces chromosomes. Vous allez voir l'intérêt. En venant découper et organiser ces chromosomes, on va pouvoir les ranger. Et en les rangeant, on va obtenir ce qu'on appelle un karyotype. D'accord? Ce karyotype, alors, c'est un rangement. On va prendre un critère. Et le premier critère qui a été choisi, ça a été notamment la taille. Et on va les ranger du plus grand au plus petit. Et quand on va les ranger, on va se rendre compte que ces chromosomes, dans notre espèce, vont toujours deux par deux. D'accord? Bon, et quand on a fini ce classement, on se rend compte que dans notre espèce, si on est un mâle, il y a une paire où les deux chromosomes ne sont pas parfaitement identiques. Et alors, par contre, quand on est une femelle, on le reverra plus tard, on a une paire où les deux derniers chromosomes sont parfaitement identiques. Ces chromosomes, ce sont du coup 22 paires de chromosomes identiques. Alors, vous voyez, c'est une photo de chromosomes en train d'apparaître dans une cellule. Donc, identique, ça ne veut pas dire qu'ils ont parfaitement la même forme. Alors, plus tard, vous vous rendrez compte qu'ils ont tout le temps la même taille, par contre, et qu'ils ont tout le temps les mêmes bandes de couleurs. Mais plus tard. Euh, du coup, nous, on va s'intéresser pour la suite du document
au couple de chromosomes sexuels, à la 23e paire, qui chez nous code le sexe. C'est pour ça qu'on parle de chromosomes sexuels. Dans ces documents de chromosomes sexuels, on se rend compte... Ah, là, j'ai fait pause trop tard. Hop. Dans ces documents de chromosomes sexuels, on se rend compte de deux choses. Soit vous avez deux chromosomes identiques, et il n'y a pas de souci. Si vous avez un grand chromosome et un autre grand chromosome, on les appelle X et X. On dit que ces chromosomes sont... Du coup, ça va être une femme. Si au contraire, vous avez un X et un Y, donc un grand et un petit, vous allez devenir un homme. Donc les premiers raisonnements ont amené à penser que le chromosome Y pouvait coder pour être le sexe masculin. Avec l'avancée de la science, avec la lecture de nombreux karyotypes, etc., on a découvert aussi d'autres anomalies. Ces anomalies, c'est la notion de triple X, d'accord? Donc une personne qui serait triple X, alors c'est pas forcément bon signe, on va le voir juste après, hein, mais en tout cas, ça reste une femme. Une personne qui est mono X, d'accord, qui en a qu'un seul, ça reste aussi une femme. Et après, en faisant des karyotypes, on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient double X et un Y. Et bien, la seule présence d'Y fait que cet individu est un mâle, morphologiquement. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des femmes qui avaient double X et qui étaient des mâles. Et puis, en améliorant les techniques, on s'est rendu compte que ce bout-là de X là, c'était pas vraiment du X, c'était du Y. Et on s'est rendu compte qu'il existait des hommes qui étaient XY, sauf que comme il leur manquait le bout de Y là, ben ça donnait des femelles. Donc les scientifiques ont commencé à se dire que certes le chromosome Y permettait la masculinisation à partir du moment où il est là en entier, l'individu est mâle, mais ils se sont rendus compte que ce n'était pas tout le chromosome Y. C'est cette petite partie-là du chromosome Y, d'accord? Si cette partie-là est là, alors on devient un homme. Si cette partie-là n'est pas là, mais que le reste du chromosome Y est là, on ne devient pas un homme. Donc, cette idée qu'une partie de chromosome peut coder pour une information, pour un caractère héréditaire, d'être soit un homme, soit une femme, amène les gens à commencer à parler de codage, d'encodage, de chromosomes porteurs d'informations. Et si on continue à améliorer la microscopie, on va passer au microscope électronique, d'accord? Et sur ces microscopes électroniques, quand on va... Alors, vous le voyez mieux sur le livre, mais c'était pour vous montrer de quel document je parle. Quand on va regarder ce qu'il y a entre une cellule, quand elle est en forme de noyau, ou le noyau, quand il s'est organisé sous forme de chromosome, on va se rendre compte que toutes ces cellules, ce noyau ou ces chromosomes à l'intérieur des cellules, ce sont des molécules très très fines d'ADN. Donc le violet là, c'est ce que je vous ai schématisé en violet, c'est l'ADN. Cet ADN, soit il va être enroulé très fin, d'accord, on dit qu'il est enroulé en collier de perles, d'accord, tout petit, tout petit, tout petit, enroulé très fin, et du coup un chromosome égale une grande molécule d'ADN. Donc ça veut dire que chez nous il y a 23 paires de chromosomes, ça veut dire que chez nous il y a 23 paires de molécules d'ADN. Soit ces 23 paires sont organisées sous la forme de chromosomes, à certains moments de la vie de la cellule, soit ces 23 paires sont organisées en pelote, elles sont toutes enfermées dans le noyau. Quand le noyau va s'organiser de manière différente, il forme des chromosomes. Quand les chromosomes vont se désorganiser, ils vont reformer un noyau, etc., etc., etc. Ça passe d'une étape à l'autre. Du coup, quand on a commencé à réfléchir sur cette partie du gène du chromosome Y, on s'est dit qu'il n'y avait qu'une partie du chromosome qui codait pour le sexe mâle. Donc cette portion d'ADN qui code, que ça soit de manière désorganisée dans le noyau en pelote, soit sur le chromosome Y là, on a appelé ça le gène SRY. SRY, c'est son code, ça ne veut rien dire, donc Y. Vous n'allez pas l'apprendre de toute façon.
Mais par contre, ça veut dire que en fait, quand vous prenez, et on arrive au dernier document, quand vous prenez sur une souris mâle, si elle est mâle, c'est qu'elle a le gène SRY. Si vous venez chercher sur son chromosome, alors vous voyez que là c'est un peu mal fait quand même, on laisse le noyau. S'il y a les chromosomes, il n'y a pas le noyau. S'il y a le noyau, il n'y a pas les chromosomes. Donc on vient chercher dans le chromosome Y la petite portion du gène SRY, on découpe ce gène SRY et on va l'implanter à l'intérieur d'une souris femelle. Si on implante dans l'intérieur d'une cellule œuf de souris femelle, donc quelque chose qui devrait être femelle, à partir du moment où on injecte le gène SRY, qu'on remet cet embryon modifié à l'intérieur de la souris et que cette souris se développe, à la naissance, au lieu d'avoir une souris qui aurait dû être femelle, on a une souris qui est devenue mâle. Donc on a prouvé que cette petite partie d'ADN, que ce soit sous la forme de filaments d'ADN dans le noyau ou de fragments de chromosomes dans le cas où c'est en forme de chromosome, code pour le caractère sexuel. Une partie d'ADN qui code pour un caractère, ça s'appelle un gène. Donc on vient d'expliquer, à la suite de cette deuxième partie de la remédiation, la définition du mot gène. D'accord? C'est une portion d'ADN qui code pour un caractère. Pardon, je voulais pas le faire à la télé, mais c'est pas grave. Je vais donc remettre tout ça au propre dans ma prise de notes. Parce que le but quand même c'est de réussir à se faire une petite prise de notes. Hein. Donc, documents 1 et 2. Le noyau peut changer de forme en fonction des moments de la vie de la cellule. On voit apparaître des chromosomes quand les cellules se multiplient. Ça c'est bon. C'est ce qu'on avait vu du coup dans la cellule végétale. Diapo 3, donc avec le chromosome. Les chromosomes. On peut ranger ces chromosomes par taille dans un karyotype. Donc ça c'est quelque chose qui est fabriqué par l'homme. C'est pas quelque chose de naturel le karyotype. Ils sont par paires dans nos cellules. Dans notre espèce, la 23e paire va notamment porter l'information du sexe. Si on est XX, on est une femme. Si on est XY, on sera une femelle. Si on est XY, on sera un mâle. Dernière info de cette diapo. Attention, on a découvert des anomalies. On comprend alors que seul un bout de chromosome code pour la masculinisation. Donc le fait que l'embryon devienne un mâle. Diapo 4. En améliorant le microscope, on découvre que le changement de forme du noyau en chromosome est en fait un changement de forme d'un ensemble de molécules d'ADN. Un chromosome est une molécule d'ADN enroulée sur elle-même. En dehors de la division, les 23 paires de molécules sont en pelote, sont en désordre dans le noyau. Hop, dernière phrase. Donc, il existe une seule partie d'ADN qui code pour l'information mâle, qu'elle soit enroulée en chromosome ou déroulée dans le noyau, c'est un gène. Et normalement, si je reprends mon activité, on a quand même pas mal avancé. Reformuler l'hypothèse testée, faire le lien entre les deux expériences, créer une représentation des effets et de leur échelle. Donc on a dit tout ce qu'il fallait et réexpliquer comment on arrive du noyau au gène. Vous repassez la vidéo, c'est pas évident, c'est pas facile, d'accord, mais vous devriez y arriver. Et sinon, de toute façon, on se voit pour la remédiation en vidéo, en visioconf. Et du coup, on arrive à la dernière étape, qui sera juste avant le bilan. Cette dernière étape, c'est la dernière diapositive que je vous ai préparée. Si on reprend la logique qu'on vient d'exposer, l'information héréditaire, elle est dans une cellule. D'accord? À l'intérieur de cette cellule, elle est soit dans le noyau, soit dans les chromosomes. En tout cas, s'il y a un noyau, il n'y a pas de chromosome. S'il y a un chromosome, il n'y a pas de noyau. D'accord? Ça ne peut pas coexister, ça ne peut pas être en même temps, vu que c'est l'un qui se désorganise pour former l'autre. Que ce soit le noyau ou que ce soit les chromosomes, ils sont fabriqués de cette fameuse double spirale d'ADN. D'accord? Seconde, première, si vous voulez en savoir plus. Et sur
la double spirale d'ADN, il y aura des parties, des portions qui coderont pour des caractères, et une portion qui code pour un caractère, c'est un gène. Donc, toutes les portions qui codent pour tous les caractères, qui codent pour tout l'individu, ce sont tous les gènes. On parle aussi de son génome. Vous pouvez vous repasser ça tranquillou. Moi, je vous prépare du coup la mise en page et le bilan. A tout de suite.